Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format destination. C'est notre 91e podcast et c'est le 16e concernant les destinations, émission que j'ai le plaisir de partager avec toi Marjorie. Salut Marjorie. Bonjour Charlie. Et on dit bonjour à Kelly Deloin aussi qui va nous rejoindre puisqu'elle va intervenir pour la partie histoire. Mais ça c'est un petit enregistrement qu'on a fait en amont puisqu'on ne pouvait pas être tous les trois en même temps. J'en profite aussi pour vous remercier toutes et tous et puis pour accueillir aussi les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices pour notre podcast Destination qui est dédié exclusivement à Okinawa. C'est notre sujet du jour. Alors il faut savoir qu'Okinawa c'est une préfecture comptant plus de 160 îles tropicales. Elle est située entre l'océan Pacifique et la mer de Chine orientale, donc entre Taïwan et la pointe du sud de Kyushu, donc Kyushu qui fait partie du sud donc du Japon. Alors à vrai dire Okinawa c'est vrai que c'est beaucoup plus proche de la Chine et de Taïwan que du Japon, et c'est d'ailleurs à peu près 1500 km à vol d'oiseau de l'archipel japonais. À titre de comparaison, donc, il faut bien comprendre que Okinawa ce n'est pas une ville, hein, c'est vraiment un ensemble d'îles, donc un archipel, et à titre de comparaison, ça vaut ce que ça vaut. Nous on a la Polynésie, donc si vous allez à Tahiti par exemple, ça ne veut pas dire que vous avez fait la Polynésie, c'est tellement vaste et grand comme l'Europe, et bien là donc c'est un peu moins étalé, mais par contre voilà, il y a tout un chapelet d'îles, donc on disait 160 îles tropicales, et bien ça a plein d'atouts pour votre voyage au Japon. Donc on va voir comment l'aborder de différentes façons. Il y a des gens qui vont y passer par exemple la lune de miel ou alors quelques jours seulement, et d'autres qui vont passer tout leur voyage au Japon sera destiné à Okinawa. Oui, ça sera sûrement des Japonais alors. Oui, souvent. Oui, parce que ça reste une destination en fait que les Japonais font pour se détendre, notamment pendant la Golden Week, etc. Ils vont à Okinawa pour profiter des paysages tropicaux. Alors pourquoi aller à Okinawa ? Eh bien évidemment pour ces plages de sable fin par exemple ou ces eaux turquoises, ça va regorger aussi de récifs coralliens vivants et très colorés. La nature il y est luxuriante, donc on a aussi plein de types de forêts. Il y a les forêts primaires, il y a les forêts, ou en tout cas les mangroves qui vont border certaines îles. Également un patrimoine historique très riche, d'ailleurs on va pouvoir y voir pas mal de châteaux en ruine qui sont classés à l'UNESCO, ça, on en reviendra et puis on vous donnera les sites de visite. Il y a une culture très forte et très différente d'ailleurs de l'archipel, et ça c'est peut-être quelque chose qui est déjà à retenir en introduction, c'est que Okinawa, bien que ça soit lié au Japon, eh bien ce n'est pas tellement le Japon que ça, c'est vraiment entre la Chine, le Taïwan et l'archipel japonais. Oui, on le verra avec Kelly, mais il y a vraiment une histoire qui est propre à l'archipel d'Okinawa qui est différente du Japon métropole, si on peut le dire comme ça. Et d'ailleurs, pour une fois, on a dédié une part un peu plus importante dans ce podcast à l'histoire, puisque on va voir que les Japonais se sont intéressés, entre guillemets, que très récemment à cet archipel, donc les influences sont assez récentes au final. On va parler de spécialités culinaires évidemment, de spots de plongée ou encore de parcs nationaux comme celui d'Iriomote Ishigaki ou encore de Yanbaru et de l'archipel de Kerama. Alors vu qu'on va aborder aussi pas mal d'ensembles d'îles, on ne va pas traiter évidemment les 160 îles, on vous renvoie vers nos fiches sur Kanpai, on vous le redira tout à l'heure, et peut-être que si on peut faire ça, on vous le mettra en timecode aussi pour mieux vous repérer dans la partie 2 qui sera bien plus importante. Donc oui Charlie, il y aura donc des timecodes et puis on va aussi vous dégrossir un peu l'archipel d'Okinawa, donc on va vous parler de la capitale Nara que vous avez sûrement entendu si vous êtes intéressé par cette destination, et ensuite on va décliner les autres îles importantes qui sont intéressantes à visiter, qui sont urbanisées avec un aéroport et qui sont des destinations de vacances aussi bien donc pour nous touristes étrangers que pour les locaux. Donc il faut savoir qu'Okinawa c'est connu pour être une destination balnéaire très prisée, et pour information elle avait accueilli en 2019 plus de 10 millions de touristes. Donc vous serez peut-être pas les seuls, mais après c'est assez large, donc on peut vraiment, il n'y a pas de surtourisme comme on pourrait le concevoir dans les grandes villes de Kyoto notamment. Là on est plus sur des périodes saisonnières où il y a un peu plus de monde parce que la météo est plus favorable, mais après en vrai vous pouvez vraiment trouver des coins où il n'y a personne. Oui, puis les activités, on y reviendra, mais ça sera pour les amateurs, amatrices de plongée, la randonnée, la farniente aussi, donc ça va être plutôt ce type d'activité-là que des sites qui vont être hyper fréquentés comme on peut retrouver à Kyoto, Tokyo, Osaka par exemple. Oui, à part les ruines féodales, c'est vrai qu'on ne trouvera pas beaucoup de temples ou de sanctuaires puisque ce n'est pas en fait l'histoire de l'archipel. Il n'y a pas de relation au shintoïsme ou au bouddhisme qui est aussi forte que dans les autres îles du Japon.
qu'est-ce que l'on va aborder pour ce podcast? Comme d'habitude, donc on va présenter la destination qui est Okinawa, puis on va parler du top des meilleures visites et des activités à faire dans la ville. Donc là, ce sera un gros morceau dédié à ce podcast. Et on terminera par comment inclure Okinawa dans son séjour, puisqu'il y a plusieurs façons d'aborder cette destination. Eh bien Marjorie, c'est parti pour la présentation d'Okinawa et donc pourquoi visiter Okinawa. On va parler évidemment de géographie, de météo, d'histoire, d'hébergement, de transport, etc. pour mieux cerner déjà comment aborder Okinawa. Oui, alors sur la partie géographie, on va vous donner la grande image. Donc c'est un territoire qui est très dispersé, Okinawa. Et donc on parle d'archipel d'Okinawa, de préfecture d'Okinawa. Et dans l'archipel d'Okinawa, il y a aussi des sous-archipels. Donc c'est ça que je vais vous parler parce que c'est les destinations qui vont revenir ensuite tout le temps. Donc vous avez l'île principale qui s'appelle Okinawa Honto, donc Honto pour principal, et donc c'est là où on trouve la capitale de préfecture, donc Nara, la première destination touristique d'Okinawa, par là où on arrive depuis l'avion typiquement. Et donc cette île principale Honto, elle est très très grande, c'est la plus grande des îles en termes de géographie. Et ensuite, elle est entourée par un autre petit archipel qui s'appelle les îles des Kerama, qui sont très jolies à visiter pour tout ce qui est site de plongée. Elles sont un peu plus rurales que l'île principale et on y va surtout pour la baignade et la plongée. Et puis après, vous avez, on va dire, 3 autres archipels qui sont connus. On a l'archipel de Miyako, avec en île principale Miyako-jima, l'archipel Yaeyama, avec en île principale Ishigaki-jima, et puis l'archipel Daito. Alors lui, je vous le cite maintenant, mais on n'en parlera pas après, parce que c'est pas du tout une destination touristique. C'est juste pour vous dire que ça fait partie géographiquement de l'archipel d'Okinawa, mais ce sont des îles qui sont trop éloignées et qui ne sont pas faites pour le tourisme. Donc au final, Okinawa, elle s'étend sur 400 km du nord au sud et 1000 km d'ouest en est. Donc sur les 160 îles, il n'y en a que 49 qui sont habitées. Et pour vous donner un indice, donc depuis Kyushu, c'est à peu près à 520 km. Et depuis la pointe nord de Taïwan à 580. Donc on est vraiment, comme tu le disais, à la rencontre de territoires d'Asie. Et ce n'est plus vraiment le Japon, on va vous le dire plusieurs fois, mais Okinawa n'est pas le Japon. Même si c'est japonais aujourd'hui. Et tout à l'heure, je disais 1500 km, je ne sais pas si j'avais précisé, mais c'était de Tokyo. Oui, oui. Ça fait quelques kilomètres. Voilà, donc on verra dans les transports, mais on va s'y rendre principalement en avion. On peut faire aussi du bateau, pour ceux qui ont le temps. Et on va pouvoir aborder notre partie historique, qui sera une des parties historiques les plus denses que l'on ait faites jusqu'ici. Il y a plein de choses à dire pour Okinawa, avant même d'aborder le fait de la Seconde Guerre mondiale que vous connaissez peut-être déjà un peu. Eh bien, il faut savoir que le Japon a mis du temps à s'intéresser à cet archipel et que il a tout un historique à comprendre en amont. Et on va aussi aborder en fin de cette partie historique des clés pour mieux comprendre pourquoi il y a des tensions aussi internationales sur cet archipel, notamment avec les soldats américains pour faire court. Donc je vais te laisser la main Kelly, on va aborder surtout la partie historique concernant la partie géographique de Honto et donc Okinawa avant c'était même appelé Ryukyu. Oui tout à fait, Ryukyu c'est son nom chinois qui est connu dès le 7e siècle, donc on savait déjà asiatique de l'archipel avait déjà un nom pour le chapelet d'îles qui se trouve à la charnière de la mer de Chine orientale et de l'océan Pacifique. Il est donc à la croisée des zones d'influence de la Chine, de l'Asie du Sud-Est et du Japon. On sait que son peuplement est ancien puisqu'on a retrouvé des traces qui remontent jusqu'à 32 000 ans. Et au fil des siècles, les populations ont aussi bien pu arriver du continent asiatique que du sud du Pacifique. En ce qui concerne les divisions historiques traditionnelles japonaises, elle ne s'applique pas vraiment à Okinawa avant la fin du 19e siècle. Et du coup, on peut dire, Kelly, qu'on distingue 4 grandes périodes historiques au lieu de beaucoup plus de périodes qu'on donne pour le Japon. Exactement. Donc la première, c'est qui correspond à la préhistoire. Grosso modo, ça s'appelle la période Kaizuka. Ça veut dire littéralement amas de coquilles, qui dure de 8000 avant notre ère jusqu'au 11e ou 12e siècle de notre ère. Donc les gens qui peuplent l'archipel d'Okinawa vivent de collecte de fruits, de pêche, donc poissons et coquillages, d'où le nom de l'époque, et de chasse. Après examen des poteries de l'époque, on sait que les échanges commerciaux avaient déjà lieu avec l'archipel nippon et la Chine, notamment. Les chroniques historiques japonaises enregistrent aussi la réception d'envoyés d'Okinawa dès les 7e et 8e siècles. Et ce qui est important de noter, c'est qu'au Japon, la dénomination Okinawa est déjà employée à cette époque-là. Et non Ryukyu, comme les Chinois l'avaient nommé.
Et donc, à partir du XIIe siècle de notre ère, donc, commence la période Gusuku. Et Gusuku, ça vient du nom des fortifications en pierre qui commencent à être édifiées dans l'archipel et principalement à Okinawa Honto, l'île principale. Et c'est aussi le début de l'agriculture. Et c'est aussi des sites qu'on peut encore visiter, des sites Gusuku, il y en a quelques-uns dans Honto. Donc c'est des ruines de féodales ou de fortifications. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'on voit se développer 3 royaumes distincts sur l'île principale, ce qui va donner pour les historiens la période dite des 3 royaumes, ou la période Sanzan. Donc Sanzan, ça veut dire 3 montagnes littéralement, mais donc 3 royaumes, qui divisent l'île principale entre 1322 et 1429. Donc le royaume du nord, qui s'appelle Hokuzan, et celui où se trouve le château de Nakijin, où on peut observer des magnifiques sakura. Les premiers de l'année. Les premiers de l'année, oui. Au centre de l'île, on a le royaume Chuzan, donc littéralement ça veut dire le royaume central. Et au sud se trouve le royaume Nanzan, donc également le royaume du sud. Et donc pendant cette période, chacune des 3 entités commence déjà à établir des relations officielles avec l'Empire chinois. Sachant que l'Empire chinois à l'époque c'était vraiment la grande puissance de la région, donc totalement incontournable. Et là, on voit apparaître, donc début du XVe siècle, entre 1416 et 1429, il y a les prémices d'une unification, puisqu'il y a le chef du royaume central, Chuzan, qui va unifier cette île, Kedi, et établir son gouvernement au château Churi. Le Churi, oui. Le château de Churi, donc, qui se trouve dans l'actuelle Naha, qui est la capitale de Okinawa Honto aujourd'hui. Par laquelle on arrive à chaque fois maintenant. Enfin, voilà. Quasiment tout le temps, ouais. Ouais. Donc ils fondent la dynastie Shō et le royaume de Ryukyu qui va durer 450 ans. Ce royaume s'établit dans une pratique qui est très courante à l'époque, c'est-à-dire qu'il va se placer en vassal de l'Empire chinois et lui verser un tribut par conséquent et envoyer des ambassades. Mais ça lui permet en contrepartie d'obtenir la permission de commercer dans toute la région. Et c'est ce rôle d'intermédiaire dans le commerce maritime en Asie qui lui assure sa prospérité. Donc, grâce à cette richesse locale, il y a une culture distincte qui va se développer, qui va mélanger les influences chinoises, coréennes, japonaises, entre autres. Et d'ailleurs, ça se voit notamment dans les documents officiels qui peuvent aussi bien être écrits en kana japonais que porter des sceaux chinois ou dater des ères chinoises du moment. De plus, le climat de l'archipel est propice à la production de lacs et il s'est spécialisé notamment dans la production d'objets en lac incrustés de nacre, qui étaient des objets très très appréciés dans toute l'Asie à l'époque. Les élites du royaume ne sont pas forcément guerrières, comme pouvait l'être celle du Japon par exemple, mais elles s'exercent tout de même aux arts de la calligraphie, de la cérémonie du thé et de la danse. Et aujourd'hui, on a conservé une danse traditionnelle qui s'appelle Kumi-Odori, qui ressemble un peu au théâtre no et au kabuki, qui est un petit peu entre les deux, et qui est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et pour les amateurs et amatrices d'arts martiaux, eh bien, il faut savoir que il y avait les prémices donc du karaté sur Okinawa, puisque on y développe le shurite, donc ça signifie la main de shuri, qui est un art martial à la base, et donc ça a été importé des provinces méridionales chinoises. Donc c'est l'ancêtre du karaté. Voilà. Donc oui, le domaine, le royaume de Ryukyu vraiment prend beaucoup d'importance, que ce soit donc au niveau commercial que culturel, et du coup ça donne des envies au Japon. Qui commence à avoir beaucoup de vues sur l'archipel à partir du début du XVIIe siècle. Oui, tout à fait. En 1609, donc, le clan Shimazu, en fait, qui est le clan qui règne sur le sud de Kyushu, tente une invasion de l'archipel. Il y réussit partiellement puisque le royaume d'Okinawa reste indépendant et vassal de la Chine. Les Shimazu parviennent quand même à imposer que le royaume de Ryukyu verse un tribut au Japon et y envoie des ambassades régulières. Ils sont un petit peu des occupants non officiels. Et donc Okinawa devient une des portes d'entrée officieuses pour le commerce du Japon qui à l'époque à partir du milieu du XVIIe siècle, va se fermer à toute intrusion étrangère. Et donc, malgré tout, a quand même besoin de commercer et va passer par une porte
par Okinawa, notamment par Okinawa, pour ces échanges. Et cela va contribuer à la richesse du fief de Satsuma, donc, qui est gouverné par les Shimazu, et qui en fait le deuxième plus riche après celui de Kaga, donc le fief où se trouve Kanazawa, dont on a déjà parlé dans un autre, qui fait de Satsuma un fief très puissant. Oui, donc on est en pleine époque féodale Edo, sous shogunat Tokugawa. Oui, c'est ça. Et donc, à cette époque-là, le royaume d'Okinawa, le royaume de Ryukyu, englobe Okinawa Honto, donc comme on l'a dit, Amami, l'île d'Amami, l'archipel de Miyako et les îles Yaeyama notamment. Donc à peu près la configuration actuelle de l'archipel. Oui, ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans la partie géographie. Malgré tout, le royaume reste indépendant, malgré ses liens un petit peu ambigus avec le Japon, et commence à nouer des relations diplomatiques avec les puissances occidentales à partir du milieu du 19e siècle. Donc c'est à partir de cette époque-là aussi où les puissances occidentales s'intéressent plus à l'Asie. Et donc du coup, Kelly, tu parles de puissance occidentale. Donc là, on change un peu de période historique au Japon, puisque en 1868, on a la restauration du pouvoir impérial avec l'arrivée de l'empereur Meiji, qui a, lui, une volonté expansionniste assez prononcée. Oui, tout à fait, puisque son arrivée au pouvoir est notamment liée à l'arrivée des puissances occidentales dans la région, indirectement. Et donc pour maintenir une sorte d'indépendance du Japon, ou en tout cas résister un peu plus au traité Inigo notamment, dès 1871, l'Empire du Japon va commencer une politique expansionniste, et notamment sur Okinawa, en tirant prétexte du massacre de marins okinawaïens à Taïwan. Le Japon va commencer à envoyer des troupes dans la zone et va finir par simplement annexer Okinawa en 1879. Il peut le faire aussi parce que la Chine est affaiblie à ce moment-là. Donc en 1879, Okinawa devient tout simplement une nouvelle préfecture du Japon et la monarchie est abolie. Par voie de conséquence, grâce à sa position idéale, entre guillemets, sa position stratégique en Asie, l'archipel va servir de base d'appui militaire au Japon jusqu'en 1945 dans sa politique d'expansion et de colonisation de l'Asie. Ouais, donc c'est là où commence le passé militaire de l'île en fait. Voilà, tout à fait. Donc à partir de cette intégration au Japon, il y a une politique de japonisation qui est mise en place, puisque Okinawa est vraiment culturellement très différente de la métropole, si je puis dire. Et ça passe notamment par l'enseignement obligatoire du japonais de Tokyo au détriment des langues locales. L'intégration de la population elle-même se fait assez lentement, puisque les premiers députés okinawaïens n'entrent au Parlement japonais qu'en 1920. Donc il se passe un certain temps. Et sous le giron japonais, malheureusement, l'archipel tend à s'appauvrir, ce qui conduit à une immigration importante, que ce soit sur les territoires métropolitains du Japon, à Hawaï et en Nouvelle-Calédonie aussi. Et donc après, on va attaquer le gros morceau qui est lié à la Seconde Guerre mondiale, puisque Okinawa est aussi un grand théâtre de la guerre mondiale en Asie. Oui, d'ailleurs, la culture d'Okinawa a failli disparaître à cette occasion, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, Okinawa est un emplacement stratégique pour le Japon, c'est aussi un objectif stratégique pour les troupes états-uniennes. Et c'est un des endroits où les affrontements ont été les plus violents. Et on peut citer par exemple la bataille d'Okinawa qui a eu lieu entre avril et juin 1945, qui, selon les estimations, a fait environ 250 000 morts, rien que sur le territoire de Okinawa Honto, dont environ 150 000 civils. Et à titre de comparaison, la population de cette île en 1940 était estimée à environ 435 000 personnes. Donc c'était rien que pour cette bataille, c'était énorme. Et on peut ajouter aussi les décomptes de victimes des précédentes batailles ou bombardements, dont celui d'octobre 1944 qui a détruit la ville de Shuri à 80%. Et le départ d'habitants qui ont été soit forcés au départ, notamment par la pauvreté, soit qui ont été conscrits de force pour entrer dans l'armée japonaise. Donc la population a été décimée. Peut-être pas décimée, mais beaucoup réduite.
Oui, la guerre a détruit beaucoup de lieux administratifs ou culturels. Donc que ce soit château, mairie, enfin ou l'équivalent des mairies, a porté un gros coup au paysage culturel d'Okinawa, puisque aussi bien les documents que les gens ont disparu. Oui, la culture locale a pris cher pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc après la défaite du Japon, l'archipel de Ryukyu, et en particulier Okinawa Honto, est occupé par l'armée américaine. Alors, cette armée, elle s'installe sur le long terme. Alors, tout d'abord, dans un contexte de guerre froide, elle installe des bases militaires sur le long terme pour ses différents corps d'armée et finit quand même par rétrocéder Okinawa au Japon en 1972, sans pour autant partir. Donc, actuellement, il y a toujours de nombreuses bases militaires américaines à Okinawa. Et ce n'est pas sans créer des tensions, puisque même si les Américains contribuent un petit peu à l'économie locale, leur présence est vraiment source de tension, ne serait-ce que parce que les bases occupent déjà 20% du territoire d'Okinawa Honto, et souvent des terres qui étaient cultivables avant leur installation. Il y a de nombreux accidents liés aux activités militaires, alors que ce soit des crashs d'avions, d'hélicoptères en exercice. Il y a eu un épisode aussi où des stocks d'agents orange ont fuité et donc ont pollué aussi les alentours d'une base militaire. Puis il faut savoir que quand un hélicoptère tombe, il tombe rarement dans l'eau, il va tomber dans les villes. On a eu des cas où c'est tombé sur des écoles. Notamment, oui. Aussi, le comportement des soldats américains est vraiment très critiqué par les Japonais, puisqu'ils bénéficient d'une certaine impunité qui conduit à l'insécurité pour les locaux, et ce qui revient souvent dans les faits divers, malheureusement, c'est par exemple des agressions de jeunes filles ou de jeunes femmes. Et un qui est resté dans les mémoires, c'est l'enlèvement et le viol d'une jeune fille de 12-13 ans en 1995 par 3 soldats américains. Ce qui a provoqué de nombreuses manifestations jusque dans le territoire métropolitain. Alors, je dis métropolitain avec des guillemets, hein, bien sûr, mais dans le territoire métropolitain du japonais. Donc dans tout le Japon, c'était pas seulement Okinawa qui était choqué, c'était tout le Japon. Et si je me trompe pas, je crois qu'il y a des manifestations quasiment tous les jours, encore des locaux sur place qui demandent à ce que soit révisée la présence aussi omniprésente des Américains. Tu parlais des comportements, il y a aussi beaucoup d'abus liés à l'alcool, oui. Et puis la conduite en état d'ivresse, etc. Donc c'est aussi tout ça qui participe à l'insécurité dans ces régions-là. Oui. Et il y a un autre niveau d'insécurité pour les habitants d'Okinawa, c'est aussi la crainte de se retrouver en première ligne en cas de conflit. Notamment parce qu'il y a toujours des tensions entre la Chine et le reste du monde, notamment par rapport à Taïwan. Et c'est pas forcément amélioré par les manœuvres militaires qui ont lieu plusieurs fois par an entre les armées américaines et japonaises pour s'entraîner en fait en cas de conflit. Donc ça reste toujours un petit peu tendu dans la région. Après, les revendications locales trouvent peu d'écho au niveau du gouvernement national, qui lui privilégie sa relation avec les États-Unis. Et le gouvernement local d'Okinawa souhaite la démilitarisation, bien sûr, et aussi une diversification de l'économie qui se ferait en faveur du tourisme, notamment. Ce qui est déjà le cas, il y a énormément de tourisme à Okinawa. Tourisme militaire, peut-être, qu'il y a quelque chose à faire. Et sur une note un peu moins triste, mais pas forcément plus joyeuse, par rapport au tourisme, l'un des joyaux touristiques d'Okinawa, c'était le château de Shuri. C'est le premier château japonais visité en fait dans les classements à une époque. Oui, et bien malheureusement, il a été victime d'un incendie. Alors c'était une reconstitution, puisqu'évidemment tout avait été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la reconstitution du château de Shuri, qui avait été classé à l'UNESCO notamment, a été détruite par un incendie en octobre 2019. Bon, les travaux de reconstruction avancent bien, donc je crois que les prévisions, c'était une réouverture totale en 2026, donc c'était en bonne voie. À voir après si les prévisions sont correctes. Eh bien merci Kelly pour cette partie historique qui est riche et puis dont on voit aussi que bien que ce soit japonais aujourd'hui, en fait ça fait un peu moins de 200 ans que le Japon s'est vraiment approprié, on va dire, cette partie du monde. Tout à fait. Alors maintenant pour la partie dédiée au transport, Marjorie tu nous l'as annoncé tout à l'heure, c'est quand même plutôt l'avion qui est privilégié et qui est le plus pratique, hein, donc dans ce territoire qui est très morcelé, on rappelle qu'il y a 160 îles. Il y a différents aéroports internationaux, donc à Naha par exemple, ou alors celui de Ishigaki.
Il y a aussi des aéroports domestiques comme à Miyako et d'autres petites îles. Et il y a certaines îles qui sont accessibles seulement, elles, par ferry. Donc ça, on essaiera de vous le noter aussi tout à l'heure quand on va parler d'autres types d'îles. Donc il y a des îles, donc on ne peut y accéder qu'en bateau. Oui, en général, elles sont pas loin d'une île principale et en fait, elles vont graviter autour. Donc, il y a des liaisons de ferry qui sont faites quotidiennement. Et puis, c'est aussi à inclure dans votre temps de trajet, puisque le ferry, ça peut être parfois long, selon la destination que vous allez, les destinations que vous allez rejoindre. Donc ça à inclure aussi dans votre temps de voyage, si vous voyagez sur 2-3 jours, par exemple. Voilà, oui, il y a des horaires et il faut faire attention aussi à la météo, parce que s'il y a des tempêtes, ça peut changer la donne aussi. Alors évidemment, il n'y a pas de train. En fait, le seul monorail, c'est celui qui est relié Naha à son aéroport, par exemple. Sinon, évidemment, il n'y a pas de train sur ces 6 petites îles. Oui, voilà. Donc, vous ne pourrez pas faire fonctionner votre Japan Rail Pass sur Okinawa, en tout cas. Alors après, sur place, vous allez pouvoir privilégier le déplacement en voiture, peut-être en louant une, ou alors les transports en commun. Alors il y a à se renseigner aussi sur place, mais c'est vrai qu'il y a des morceaux de l'archipel qui sont pas du tout desservis par les transports en commun, ou alors il n'y en a pas toutes les heures, par exemple, il faut bien se renseigner. Et puis il y a toujours la fameuse technique du vélo ou des locations de scooters. Alors il faut toujours prévoir votre traduction de permis, si vous comptez aller à Okinawa et vous déplacer par vous-même, que ce soit pour louer des motos, scooters ou alors pour la voiture. Oui, il faut avoir le bon permis, la bonne traduction de permis adéquate pour chaque type de véhicule. Vous pouvez aussi parfois utiliser le taxi quand il y en a. Et dans ces cas-là, il vaut mieux toujours voir avec son hébergement si on a un service de conciergerie, s'ils peuvent nous aider à réserver un taxi, etc. Mais en tout cas, c'est la question des transports bien à prévoir en amont quand vous faites votre planning pour savoir comment vous allez vous déplacer, puisque c'est pas ça sera pas quelque chose qui sur place vous allez vous dire je vais faire ci. Il faudra le prévoir en amont. Oui, notamment si vous n'avez pas de location de voiture et que vous passez par les transports en commun, là, c'est un peu plus sport, on va dire. Faut prendre le temps de vivre comme sur place, hein, donc faut vouloir se dire je vais attendre le bus, je vais prendre le temps. Ou alors faut marcher. Oui, de toute façon, c'est quelque chose que vous allez utiliser le plus, je pense, ce sont vos 2 jambes. Oui, après ça dépend de la taille des îles que vous allez choisir. C'est sûr que si vous allez sur Honto, vous ne pourrez jamais tout faire à pied, hein, c'est beaucoup trop grand. Pour des îles comme Miyako, Jima, c'est plus accessible à pied. Même si ça mettra un certain temps, mais l'île est plus petite. Et puis selon les îles, ça va offrir évidemment des services très différents. Là, si on parle de la partie hébergement, par exemple sur Naha, la capitale, vous allez retrouver beaucoup d'hôtels, beaucoup de resorts aussi, beaucoup de restaurants et de magasins. Donc tout ça, ce sera assez facile, hein, c'est très très urbanisé. D'ailleurs, vous sentirez très vite l'influence américaine. Et à savoir aussi que Naha, c'est pas forcément représentatif d'Okinawa, de sa culture traditionnelle. C'est encore des choses qui sont vraiment très différentes. Oui, un peu plus au nord de Honto, vous avez aussi à Nago, une autre grande ville où vous aurez des hébergements faciles à trouver, donc autour de ruines de châteaux et de plages. Et donc vous aurez autour de cette ville plusieurs hébergements faciles à trouver sur les plateformes de réservation sur Internet. Sur Ishigaki, vous trouverez aussi quelques hébergements comme des resorts, le long notamment du littoral avec des plages paradisiaques à portée de main. Pareil sur la station balnéaire de Onna. Donc ça, on est plus sur des... Alors, il faut savoir que les îles d'Okinawa, elles sont urbanisées. Après, elles n'ont pas un urbanisme qui est forcément très récent, vu que ça s'est surtout fait après la Seconde Guerre mondiale pour la reconstruction, mais aussi dans l'idée de faire un développement touristique. Mais du coup, on reste parfois sur des choses... Pas forcément très belle, hein. On est sur du béton armé parce que c'est plus pratique, c'est plus résistant aux typhons, etc. Mais du coup, vous serez pas forcément sur quelque chose de très moderne ou de très joli, de pratique, d'adapter à la vie locale, d'adapter pour accueillir des touristes, mais vous n'aurez pas les dernières signatures d'architectes comme à Tokyo, à Okinawa. Vraiment, si vous cherchez un type d'hébergement spécifique, plus, on va dire, écologique ou centré dans la nature, il faut vraiment que vous fouillez un peu. Et je sais qu'il y en a plutôt dans les îles de Ishigaki et autour. Mais c'est vrai que sur Honto, on est plutôt sur des logements en dur. Avec un confort, pas toujours, adapté au fait qu'on est sur des îles éloignées et parfois un peu rurales.
Mais voilà, sinon vous aurez des héberges de jeunesse pour des plus petits budgets, des guest house, et aussi quelques locations d'appartements, c'est aussi accessible sur Okinawa. Et puis on peut avoir de belles surprises puisque le Japon tend à développer aussi le tourisme plus vert, plus durable, donc c'est pas dit qu'à l'avenir il y ait des choses proposées dans les prochaines années. Oui, il y a des projets qui essayent de se faire pour respecter évidemment la nature, parce qu'il y a toute une partie de forêt primaire qu'on souhaite quand même préserver au maximum, puis tout ce qui est récif corallien. Donc il y a des choses qui sont réfléchies pour absorber le tourisme et aussi proposer des solutions qui n'abîment pas en fait l'archipel en lui-même. Et question météo maintenant, alors là comme ça en tête on va se dire qu'il fait tout le temps beau et tout le temps chaud, mais il faut prendre en compte que c'est un climat subtropical, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé en introduction Marjorie. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce climat qui est certes doux mais par contre qui reste très humide? Alors oui, on va le découper suivant les 4 grandes saisons et on va essayer de vous décortiquer un peu tout ça pour trouver la meilleure période pour partir à Okinawa. Donc le printemps, c'est l'une des périodes les plus agréables pour visiter l'île, notamment l'île principale Honto. On a des températures entre 18 et 25 degrés et c'est une saison idéale pour les activités en plein air comme les randonnées ou l'exploration de paysages, des paysages luxuriants de l'île. On peut commencer à se baigner pour ceux qui n'ont pas peur de l'eau un peu plus froide. Après, c'est pas encore exactement la bonne saison. Le printemps, ça commence aussi avec la Golden Week, donc début mai, qui est du coup une période assez fréquentée parce que les Japonais vont à Okinawa en vacances. Donc si vous réservez un hébergement à cette période, pensez à le réserver le plus tôt possible parce que les meilleurs resorts seront déjà 100% réservés pour cette période. Oui, peut-être que la lune de miel pendant la Golden Week, c'est peut-être pas le truc à faire. Si vous voulez, plus être tranquille, non, peut-être, surtout que vous aurez beaucoup de familles avec enfants, etc. Puisque c'est une destination, on l'a peut-être pas encore dit, mais qui est assez idéale pour les enfants, puisque ils se baignent tous les jours, ils voient des animaux bizarres, étranges, avec plein de couleurs, donc c'est très bien pour les enfants à Okinawa. Vous avez aussi organisé en mai une course de bateau dragon à Naha qui s'appelle Naha Hari. Donc c'est une tradition maritime. Après, ce qu'il faut faire attention dans le courant du mois de mai, c'est que Okinawa connaît la saison de pluie Tsuyu, chose que nous reparlerons dans le podcast Que faire en juin. Et donc, elle arrive en fait un peu plus tôt. Elle arrive par le sud, cette saison des pluies, donc elle arrive par Okinawa. Donc en moyenne, la saison des pluies à Okinawa, c'est du 10 mai au 21 juin. À l'heure actuelle où ce podcast est diffusé, on est dans la saison des pluies à Okinawa. Après, c'est comme tout, c'est une saison qui peut être forte sur certains jours ou alors complètement absente en vrai, donc c'est pas, on peut pas le prévoir en avance, mais bon, faut le savoir. Donc ça, c'est pour le printemps. Ensuite, on peut passer à l'été. L'été, donc c'est la saison idéale pour se baigner. Les températures extérieures, elles vont de 25 à 32 degrés, donc c'est parfait pour les sports nautiques. Il faut savoir le ressenti est finalement plus frais à Okinawa que dans les grandes villes comme Tokyo ou Hiroshima ou autres, puisque en fait, on n'a pas toute cette urbanisation qui vient concentrer la chaleur. Donc parfois, en fait, les Japonais vont aussi en vacances en août à Okinawa pour trouver de la fraîcheur. Okay. Donc ça, il faut le savoir, vous avez plus d'air, etc. Alors, les 2 mois d'été, c'est aussi des mois qui sont relatifs aux typhons. Donc après la saison des pluies, on a aussi la saison des typhons qui passe par Okinawa de façon plus fréquente que dans certaines grandes îles du Japon, puisque comme c'est entouré de la mer de Chine orientale et de l'océan Pacifique, c'est vrai que c'est là où les typhons se forment. Donc le mois où il y en a plus de passages de typhons, c'est le mois d'août. Après, c'est comme pour la saison des pluies, vous avez des années où il n'y a pas de typhon, vous avez des années où vous en avez un seul, et ça peut être en fin de saison, comme en octobre, etc. Donc c'est pas avoir forcément quelque chose qui peut vous bloquer votre séjour, c'est juste, faut le savoir, si vous avez une alerte typhon sur Okinawa, en fait vous restez dans votre hébergement les 24 heures, les quelques heures jusqu'à 24 heures, le temps que le typhon passe au-dessus de l'île, et après vous aurez un merveilleux soleil et un ciel dégagé. Ensuite, on passe en automne. Automne peut être aussi une bonne saison. Il y a moins de touristes et on est sur des températures encore vraiment très très douces, donc entre du 23 à 27 degrés. La saison des pluies est passée, la saison des typhons se termine en septembre. Donc vraiment, le mois d'octobre, ça peut être une bonne saison. C'est là aussi où on a quelques traditions locales qui sont importantes. Par exemple, à la mi-octobre, on peut assister au grand tir à la corde de Naha, qui est
grand événement. Donc avec une corde qui fait 200 mètres de long et pèse environ 40 tonnes, donc relativement légère. C'est peut-être la corde qu'on met autour des sumo dont on a parlé pour le podcast Destination. Oui, c'est ça. Donc cette bataille de tir à la corde, elle est baptisée Tsunahiki et elle se joue en fait symboliquement entre l'est et l'ouest donc de Honto. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui y participent. C'est vraiment intergénérationnel, c'est très sympathique et un combat peut durer parfois jusqu'à 30 minutes quand les deux forces en opposition sont au coude à coude, si j'ose dire. Donc en fait voilà, le mois d'octobre ça peut être vraiment une bonne saison pour ceux qui veulent pas absolument se baigner mais qui veulent profiter de la douceur d'Okinawa et d'un peu moins de touristes. Et puis après on a l'hiver qui reste doux par rapport au reste de l'archipel, donc une moyenne de 15-20 degrés, mais effectivement pas assez chaud pour se baigner. Il y a très peu de touristes à cette période puisqu'il y a moins d'activités en fait à faire puisque tout ce qui est sport nautique et tout ça c'est vraiment pas la bonne saison, en général c'est la saison morte. Par contre ça peut être une bonne saison pour se relaxer, pour profiter des paysages, pour passer du temps pour lire ou pour marcher. Et on a aussi le marathon de Nara qui a lieu en décembre, qui est l'un des plus grands marathons au Japon. Donc c'est aussi très réputé à ce moment-là, donc si vous voulez assister à cet événement, faites attention aussi à tout ce qui est hébergement à ce moment-là. Et puis début au mois de janvier, on a aussi la première période de floraison des cerisiers qui se déroule donc du fin du mois de janvier. Donc en raison du climat, donc on est sur la première destination japonaise à pouvoir faire Hohanami. Donc ça peut être aussi intéressant si vous voulez voir des cerisiers et ne pas être au mois d'avril au Japon, partez en janvier sur Honto. Alors il nous reste encore plusieurs points à aborder pour bien présenter Okinawa. On va parler de la partie d'art et culture avant d'aborder, pour terminer, la gastronomie. Donc pour commencer cette partie art et culture, eh bien, on peut parler en premier lieu de l'artisanat du verre. Alors c'est très récent, ça s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, puisque les Américains qui occupent les bases militaires d'Okinawa, eh bien, ils manquent de ressources sur place. Faut penser qu'on est sur des îles, donc cet archipel-là en plus subtropical, il y a assez peu de matières premières au final, mis à part peut-être le bois. Donc ces matières premières qui manquent, eh bien les Américains demandent aux Japonais de fabriquer des ustensiles divers et variés et surtout en verre. Alors pour ce faire, les Japonais, vu qu'ils n'ont pas de verre sur place, en tout cas pour le faire, en fait, ils vont recycler des bouteilles. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on trouve chez les Américains ? Des bouteilles de Coca-Cola, Marjorie. On retrouve aussi d'autres marques évidemment, mais en faisant ce recyclage, eh bien ce verre de pas très bonne qualité, qui a pas mal d'impuretés et il reste même parfois des petits bouts d'étiquette, eh bien ça crée des bulles colorées. Donc en fait les Japonais qui étaient assez déçus de ce travail se sont rendus compte que les Américains aimaient bien. Donc c'est devenu une spécialité typique d'Okinawa et la technique s'est bien sûr améliorée depuis. En culture traditionnelle, en art traditionnel, on peut parler aussi de la laque d'Okinawa, donc qui a une réputation très ancienne puisque c'est une technique qui est connue entre le XIIIe et le XIVe siècle, et le climat tropical favorise son utilisation parce que avec un taux d'humidité assez fort. Donc vous retrouverez beaucoup d'objets en laque dans les sites historiques liés au patrimoine d'Okinawa, puisque c'était utilisé pour des cérémonies dans les palais, etc. Ça peut être aussi un joli souvenir traditionnel. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est comme ça très ancien et très beau peut être assez cher. Et on a d'autres techniques locales comme la teinture Bingata. Donc c'est une technique qui est utilisée avec des pochoirs entre autres. Il y a pas mal d'autres techniques très méticuleuses pour colorer le tissu et créer des motifs. Donc ce sera souvent utilisé pour les kimonos, pour faire des ceintures également, ou encore le linge de maison, des tapis, des sets de table, des pochettes, etc. On peut vous conseiller de regarder des vidéos sur YouTube. J'ai passé quelques temps à faire ça et c'est vraiment hyper intéressant. Et on va les retrouver sur des habits Bingata, donc qui sont portés par les danseurs du Ryukyuan, la danse traditionnelle okinawaïenne. Oui, et puis c'est des choses aussi que vous pouvez peut-être faire réserver des ateliers si vraiment ça vous intéresse d'en confectionner. Côté musique, on a un instrument très traditionnel à Okinawa que vous allez retrouver un peu partout. C'est le luth ou la guitare à 3 cordes sanshin.
Alors, sa particularité, c'est qu'elle est fabriquée à partir de peau de serpent, donc de python. Donc, vous verrez les écailles et tout, le dessin du serpent en façade, en fait, sur l'instrument. Et on les retrouve beaucoup, le sanshin. Alors, ça a un son qui est très particulier, qui est très relatif aux musiques traditionnelles d'Okinawa. Et vous les verrez notamment sur des spectacles de musique que vous pouvez faire dans certains restaurants, associés avec des chants traditionnels, ou si vous allez dans des musées en fait qui présentent la culture locale, vous aurez aussi ce son qui va revenir et cet instrument qui va être exposé un peu partout. Et enfin, on a également la céramique, donc la céramique Yachimun. Alors, ce nom, ça désigne plutôt même la poterie dans le locage d'Okinawa. Et à la base, vers 1600, les artisans ils fabriquaient plutôt des tuiles pour les toits, par exemple, des châteaux. Et bien, le roi qui, lui, avait été capturé et fait prisonnier à Satsuma, donc l'actuel Kagoshima au Japon. Et quand il revient sur ces terres, et bien en fait il va revenir avec des artisans qui vont faire progresser ces techniques, notamment pour les vaisselles. Alors depuis on va retrouver par exemple le shuki qui devient le service traditionnel pour boire de l'awamori, donc c'est la boisson spiritueuse typique d'Okinawa dont on reparlera tout à l'heure. Et d'ailleurs on peut retrouver des serpents aussi il me semble dans cette boisson. Oui parfois. Délicieuse. Et si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de vous renseigner aussi sur des ateliers de Yachimun. Il y en a dans le quartier de Tsuboya, à Naha, donc la capitale, et au village de Yomitan. Ça, c'est dans le nord de Naha. Alors si vous voulez creuser un petit peu plus, il y a 2 types de céramique qui existent, ou en tout cas de poterie. Donc il y a Joyashi, ce sont plutôt des décorations qui vont être émaillées, donc il y a un travail supplémentaire. Et ensuite il y a Arayachi, donc c'est la terre cuite sans peinture, donc elle est brute. C'est elle qui va créer les shisa, donc des créatures avec une tête de lion qui gardent les lieux d'Okinawa. Donc ça aussi c'est une tradition locale. Et si vous les observez bien, si la bouche de ces shisa sont fermées, ce sont des femelles, donc c'est pour retenir les bons esprits à l'intérieur de la statue. Et si c'est un mâle, la bouche sera ouverte et c'est pour faire fuir les mauvais esprits. Oui, ça vous allez la retrouver partout, sur le toit des maisons, sur les portes d'entrée, devant les temples, dès l'aéroport. Et c'est forcément quelque chose que vous ramènerez en souvenir sous n'importe quelle forme. Mais les shisa, vous avez envie d'en avoir chez vous pour vous-même protéger votre maison. Faut savoir aussi que tout ce qui est en terre cuite, les tuiles, etc., ça vaut aussi pour protéger les maisons des typhons. En fait, les tuiles sont scellées sur les toits, cimentées aussi parfois, pour pas qu'elles elles s'en aillent au moindre coup de vent. Aussi dans la partie agriculture, on peut parler de la langue d'Okinawa, du langage, puisque vraiment vous verrez beaucoup de choses écrites en langage local, dans la langue locale, et notamment tout ce qui est carte dans les restaurants. Vous aurez souvent les 2 appellations, en japonais, en okinawayen et en anglais si on est sur un restaurant qui est accessible aux touristes étrangers. Donc vous aurez souvent, vous verrez parfois les Japonais essayer de lire l'okinawayen et dire je comprends pas, et en fait ce n'est pas qu'ils sont analphabètes, c'est juste que la langue est vraiment très différente. Donc, par exemple pour dire bonjour quand vous serez à Okinawa, vous pouvez dire Haisai au lieu de dire konnichiwa ou ohayo dans le japonais classique. Donc c'est des petites choses que vous pouvez apprendre et ils seront toujours très contents les locaux si vous faites l'effort d'apprendre quelques petits mots comme s'il vous plaît, merci et bonjour en okinawayen. Alors c'est toujours lié à l'art et à la culture on va dire, mais là on va le dissocier, on va parler de la partie gastronomie et c'est là où on reconnaît bien l'âme du Japon puisque Okinawa a évidemment ses spécialités extrêmement savoureuse. Donc je vais te laisser aborder quelques spécialités Marjorie. Oui, on va bien manger à Okinawa, ne vous souciez pas de ce côté-là, c'est très très bien. Donc on a classiquement les Okinawa soba, c'est les nouilles de sarrasin qui se déclinent suivant les régions d'Okinawa et l'archipel. Donc c'est très très bon. Ça c'est avec des saveurs qui ressemblent un peu plus à celles du Japon puisque ça reste des soba, mais c'est très intéressant. Donc la recette là c'est que les nouilles épaisses sont plongées dans un bouillon qui est au porc et au poisson et souvent accompagné aussi de tranches de porc. Donc il y a peu de viande, on va dire, il y a peu de viande. Il y a de la viande dans la gastronomie d'Okinawa, mais c'est vrai qu'elle est toujours en petite touche. Il n'y aura jamais un gros morceau de viande, sauf si vous allez dans les steakhouse, les restaurants pour américains, où là vous aurez votre grosse tranche de viande de 200 grammes ou plus.
Ensuite, sinon, on peut parler aussi d'un biscuit qui est assez peu connu, qui s'appelle le chinsuko, qui est soit salé, soit sucré, notamment avec du sucre noir. Donc ça peut être très bien pour une pause thé. Alors ça, j'en ai jamais mangé, mais en regardant les photos, j'ai l'impression que ça ressemble un peu au gâteau de nos grands-mères. Oui. Qu'on trempe dans le café là, qui sont très très secs. Oui, je pense qu'il faut les tremper, oui. C'est pour ça que je vous propose du thé avec. Alors, l'alcool local, donc tu l'avais dit tout à l'heure, ça s'appelle l'awamori. C'est un alcool de riz qui est assez fort, donc entre 30 et 40 degrés, qui se boit en fait tout au long de la journée. Enfin, pas le matin évidemment, mais voilà, vous pouvez le goûter, mais c'est vrai c'est pas comme le goût du nihonshu, là, du saké japonais. On est sur quelque chose d'un peu plus fort en goût, une sorte de spiritueux. Il existe une version spéciale, donc tu l'as dit, avec un serpent au fond de la bouteille qui a été préalablement macéré dedans, et ça s'appelle du habushu. Donc ça, c'est le nom du serpent. Et c'est très populaire, ça a été très populaire dans les années 1900. Vous en retrouverez peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est surtout très folklorique. Voilà, pour tous ceux qui ont peur des serpents, faites attention. Mais après, bon, il va pas vous mordre. Vous allez le boire, mais il ne va pas vous mordre. Non. La bière locale, donc ce n'est pas de la Asahi ou de la Kirin, c'est de la bière Orion. Donc elle a un léger goût de citron, de banane mûre et de fleurs séchées. Elle se boit très bien, pareil avec des sushis ou les spécialités locales d'Okinawa. Comme on est sur une destination balnéaire, on aura aussi des glaces à déguster sur place. Les glaces les plus connues, elles s'appellent les glaces Blue Seal. Donc c'est une marque en fait qui est réputée pour ses goûts originaux, qui représentent les spécialités de l'île. Donc notamment parfumées au shikwasa, donc l'agrume locale, sorte de citron orange local, ou alors le chinsuko salé en version glace. Donc ça c'est pareil, vous aurez des fois des couleurs très différentes, c'est assez appétissant, et pourquoi ne pas tester sur place quand il fait chaud. Un autre légume vert très emblématique d'Okinawa, c'est le goya. Donc c'est une sorte de courge amère ou de gros cornichon, c'est assez amer, hein. C'est très particulier au goût. Elle a une peau aussi qui est très rugueuse, donc qui donne pas très envie a priori. Et en fait c'est très très bon quand c'est cuisiné. Faut pas le manger nature, il faut le cuisiner. Merci pour la précision. Voilà, donc le plat le plus typique, si vous allez à Okinawa, goûtez-le, c'est le goya chempuru. Donc c'est un plat sauté composé de goya, d'œufs brouillés, de tofu et de viande de porc qui sont mélangés tous ensemble. Franchement, c'est délicieux. Donc si vous êtes amateur de légumes et que vous voulez tester le goya chempuru. Pareil, si comme on est au bord de la mer, on trouvera aussi pas mal de petites algues à manger en apéritif ou en début de repas. Et il y en a une qui est assez typique qui s'appelle l'algue umibudo, qui ressemble en fait à du raisin de la mer, vu qu'elle a des petites grappes, toutes petites grappes qui éclatent en bouche et qui donnent voilà, une côté un peu légère, touche légère, sucrée et en même temps salée, fraîche avec de l'iode. Donc celle-ci se déguste crue, donc plutôt à l'apéritif. Il faut juste l'avoir bien rincée avant. Vous pouvez aussi la tremper dans de la sauce soja shoyu ou alors la mettre avec du riz. Donc ça c'est pareil, si vous allez dans les izakaya locaux, ils vous présenteront ce genre de petites choses. Franchement, n'hésitez pas, c'est très très bon. On peut aussi parler de la patate douce, pour tous ceux qui adorent le violet. La patate douce violette Beni Imo à Okinawa est très largement présente et déclinée dans multiples gourmandises. Donc vous la retrouverez aussi sous forme de glace, donc de glace à l'italienne, de couleur violette, aussi grillée au feu de bois classiquement, ou alors intégrée dans des tartelettes avec une sorte de crème. Elle est cuisinée en fait comme si c'était de la crème pâtissière, sauf que c'est de la patate douce. Donc c'est très très bon aussi, ça a toujours une note un peu sucrée, hein, la patate douce, on le rappelle. Et donc ça se marie très bien en dessert. Et puis, si les États-Unis vous manquent, vous ne vous inquiétez pas, à Okinawa, vous serez jamais loin de la présence américaine. Et donc du coup, vous avez les steakhouse, on vous avait déjà dit, donc les restaurants à viande, pour ceux qui ont vraiment envie de se faire un bon morceau de viande. Ou alors, vous avez aussi des burgers qui sont assez connus à Okinawa, qui reflètent en fait l'histoire avec les Américains. Et on peut dire qu'à Okinawa, si vous n'avez pas la chance d'aller jusque-là, et bien même si vous voyagez au Japon, la nourriture okinawaïenne, en fait, elle se développe pas mal quand même alors pas sur le continent pour le coup, sur l'archipel japonais. Donc vous allez peut-être voir des spécialités okinawaïennes sur place au Japon.
Oui, plus précisément à Tokyo, vous en trouverez là le plus forcément la capitale. Mais c'est vrai que vous avez des restaurants spécialités d'Okinawa à Tokyo qui sont assez présents, même des izakaya. Et vous retrouverez en fait tout ce qu'on vous a dit sans avoir besoin de voyager à Okinawa, ou si vous ne pouvez pas, ou si vous avez envie de retrouver le goût de l'archipel. Donc ça, c'était un petit aperçu. Il y en a sûrement d'autres. On ne les a pas tous cités. S'il y en a que vous avez aimés, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Après près de 1 heure de partie 1, Marjorie, on va attaquer enfin notre gros morceau puisqu'on va vous détailler un peu plus à quoi ressemble Okinawa selon là où vous allez être sur place. Donc voici notre sélection de visites préférées à Okinawa. Alors évidemment, on n'a pas du tout traité les 160 îles et tu nous disais, Marjorie, qu'il y en avait 49 d'habitées. Donc on va vous parler de quelques-unes d'entre elles. Alors on va rappeler que en timecode, on va un peu faire des sous-parties pour cette partie 2, puisque l'on va parler de Okinawa Honto, des îles Kerama, des îles Yaeyama et enfin des îles Miyako. 4 gros blocs, on va dire, que l'on va détailler ensuite. Et on va commencer par Okinawa Honto, donc l'île principale qui fait 1200 km², donc évidemment on a des choses à en dire, et on va essayer de la décrire un peu du nord au sud, mais avant on va parler de Naha, donc la capitale de la préfecture, et de l'île d'ailleurs principale de l'archipel, où il y a 60% des habitants d'Okinawa qui s'y concentrent, qui vivent ici. Il y a plusieurs sites historiques incontournables à visiter et c'est également là où il y a le port de départ pour visiter d'autres îles qui vont être assez proches ou pas d'ailleurs de cette île principale. Donc on va pouvoir prendre le bateau ou le ferry. Donc attention, il y a une grosse influence américaine comme on le disait tout à l'heure. C'est pas représentatif de l'île une fois que vous arrivez sur place à Naha. C'est pas forcément représentatif de la culture okinawaïenne évidemment. Même si le côté américain en fait partie. Oui, c'est de l'histoire récente, mais c'est pas la culture traditionnelle. Ouais. Donc on va pouvoir y visiter le château de Shuri par exemple, qui est le site emblématique de l'histoire d'Okinawa dont a parlé Kelly tout à l'heure. C'est le berceau aussi du karaté, du shurite plutôt même. Donc ça c'est en reconstruction jusqu'en 2026, puisqu'il y a eu un incendie comme on l'a expliqué. Donc c'est pas forcément quelque chose à voir actuellement. Oui, bien qu'il soit toujours ouvert au public, puisqu'il y a un parc en fait à côté, inclus dedans. Donc après, vous pouvez y aller si c'est vraiment votre seul séjour sur Okinawa. Sachez que voilà, vous ne verrez pas le château tel qu'on peut le voir dans certaines images, vu qu'il est à l'heure actuelle sous sarcophage et en reconstruction. Et puisque voilà, il a subi le gros incendie de 2019. Ensuite, si vous revenez au centre-ville de Naha, vous avez donc la rue commerçante principale à Shotengai, elle s'appelle Kokusai Dori. Et c'est là où on va retrouver toute l'animation de la ville, notamment le soir, les restaurants, les boutiques de souvenirs, les cafés. Ça reste une artère très touristique, mais c'est là où on va aussi se concentrer toutes les enseignes pratiques si on a besoin de s'orienter ou de manger facilement. C'est à faire, le soir il y a plein de néons, c'est typique de Naha. On y retrouve aussi dans la ville un sanctuaire Shinto qui est donc l'Ichinomiya de la préfecture, c'est-à-dire le sanctuaire principal et quasiment le seul. Donc si vous avez envie de visiter un sanctuaire, vous allez à celui qui s'appelle Naminoe-gu et qui se situe en fait sur une falaise et qui domine la plage de Naminoe. Donc il est assez atypique avec un très beau panorama à la clé. Donc le sanctuaire qui s'appelle Okinogu, qui est un peu moins connu, mais qui est relatif à une légende très très intéressante sur sa création. Donc en fait, un soir, le roi de Ryukyu, dans son château de Shuri, aurait vu une lumière s'élever de la mer et il missionna des pêcheurs pour aller voir ce qu'il se passait là-bas. Ils découvrirent du coup un arbre sacré et le roi ordonna du coup qu'un sanctuaire soit érigé sur cette colline. Donc c'est devenu un lieu de prière concernant la protection maritime et la prospérité du royaume. Voilà pour la petite histoire. Après, il y a aussi le quartier de Tsuboya, donc toujours dans Naha pour la fabrication de poterie, on l'a déjà cité tout à l'heure. Et puis c'est là où on va retrouver donc des boutiques d'artisanat local et qu'on va pouvoir acheter des petits shisa si vous en avez envie. Oui. Alors pour parler plus largement de l'île Honto, là on s'est concentré sur Naha, sa capitale, on va subdiviser en 3 parties. Et pour conseil peut-être, ne comptez pas que sur les transports en commun, même sur cette île principale qui est Honto,
puisque c'est pas forcément le plus facile d'accès en tout cas. On vous recommandera plutôt la location de voiture par exemple, ou des transports type scooter, moto, voire vélo. Alors vélo pas sur toute l'île évidemment, mais voilà, transport en commun, il faut être bien sûr de savoir où vont les arrêts et à quelle heure. Pour information, pour vous donner un repère, il y a environ 135 km qui séparent le nord et le sud de l'île. Donc la pointe nord c'est le cap Hedo et le sud c'est le cap Kian, et il faut à peu près 2 heures de route en voiture pour parcourir le nord, du nord au sud. Donc c'est juste pour vous donner une idée de la grandeur de l'île. Donc si vous voulez rester que sur Honto pour votre séjour à Okinawa, ce qui est tout à fait possible, sortez un peu de Nara parce que vous verrez vraiment d'autres choses intéressantes, et prenez une voiture ou un scooter, effectivement c'est plus simple. Alors pour parler du sud où se trouve Naha, mais il y a d'autres choses à voir évidemment, comme Seifa Utaki, donc c'est un lieu sacré qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et tout comme les ruines féodales des châteaux de Tamagusuku et Shinen par exemple, il existe aussi des ruines plus connues de Katsuren, Nagasuku ou Zakimi. Alors aussi au sud-ouest de l'île, dans le Nanbu, donc c'est le sud vraiment, on retrouve également la plage de Mibaru. Vous pouvez vous rendre sur kanpai.fr pour avoir des photos et un peu plus d'explications. Et c'est célèbre pour être l'une des plus belles plages d'ailleurs d'Okinawa Honto. Donc toujours dans le sud aussi de l'île Charlie, on peut aussi citer le fait que ce sud-là abrite un certain nombre de lieux commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale, et notamment en fait le parc qui parle de la bataille d'Okinawa, et aussi l'ancien quartier général souterrain de la marine japonaise. Donc c'est le sud de l'île est un lieu historique à la fois sur toute la culture des Ryukyu avec les ruines de châteaux, les Gusuku que tu as cités, et aussi sur l'histoire récente liée à la Seconde Guerre mondiale. Désormais, si l'on remonte vers le centre de l'île, donc Chubu, qui s'étend de la ville de Ginowan à Onna, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est composé de nombreuses bases militaires américaines. Il y a aussi des parcs à thème fondés par les communautés américaines, justement, comme le village américain, dis donc beaucoup de fois américain dans ma phrase, comme le village américain de Mihama à Chatan et Ryukyu Mura à Onna. Donc il y a beaucoup de resorts également, il y a une côte plutôt escarpée sur la mer de Chine orientale, donc là vous aurez de belles vues aussi, et quelques spots de plongée comme les caps Maeda, Manzamo ou encore Busena. Oui, donc toute cette partie centre, c'est pas forcément la plus touristique, on va dire, on va pas s'y attarder forcément beaucoup, déjà parce que les bases militaires, elles sont pas forcément ouvertes au public. Par contre, si vous voulez la présence américaine, et aller dans les parcs à thème, et après ce sera plutôt le long de la mer où on aura des petites choses à voir. Et si on remonte complètement au nord, Marjorie, on a Nago, la plus grande ville du nord, donc célèbre pour son aquarium Churaomi, dans lequel réside un requin-baleine un peu comme à Osaka, et aussi connu pour les ruines du château de Nakijin. Oui, c'est là où il y a le premier spot de cerisier en fleurs dont je t'ai parlé au mois de janvier, c'est dans les ruines du château de Nakijin. Alors tout à l'heure, on vous parlait que c'était peut-être en transport en commun pas forcément le plus pratique de visiter l'île dans son intégralité. Eh bien, sachez que si vous avez la chance d'aller au sud, donc c'est un peu plus historique, on va dire, commémoratif, et cette partie nord, elle est aussi très belle, très touristique, pas liée au surtourisme, mais elle est très appréciée, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire. Et elle est très belle même visuellement. Et en autre activité, on peut retrouver la brasserie historique de la bière Orion dont tu parlais tout à l'heure. D'autres parcs à thème comme un particulier qui est dédié à l'ananas. On ne l'aurait pas deviné comme ça. Donc ça c'est cultivé localement. Donc vous allez pouvoir en retrouver aussi pour en déguster. Donc il s'appelle Nago Pineapple Park. Et il y a un autre parc de loisirs à ouvrir en 2025. Alors je les ziote depuis un moment parce que sur le papier je me dis que ça peut être incroyable parce qu'on dirait une sorte de Jurassic Park. Oui, j'allais dire Avatar. Oui, et Avatar également, avec l'idée c'est d'avoir un parc de loisirs qui se situe en pleine jungle, mais les vidéos ne montrent rien, tout est en 3D et je sens un peu la trappe touriste, mais bon, à voir. Oui, voilà, c'est sur le thème de la forêt tropicale et des dinosaures. Donc on a déjà une fiche sur Kanpai qui s'appelle Dino Park avec, comme ça, c'est une petite sortie à faire avec les enfants, c'est dans une mini forêt, vous avez des statues de dinosaures, et donc c'est pas loin de Nago. Et donc là c'est sur le même thème. Après, à voir comment ils ont réussi à intégrer ça, parce que Nago
Hondo et ensuite le nord de l'île, on est sur la forêt sauvage Yanbaru, qui est une forêt primaire et qui est normalement préservée et à préserver. Donc on espère que ça s'est fait en bonne intelligence écologique. Oui. Surtout maintenant en 2025. Et surtout qu'avec, en tout cas ce que j'ai pu voir comme visuel, on n'en sait pas trop, on va dire. Non, ça reste assez... ça ouvre quand même cette année. Bientôt, oui, on l'a cité dans notre article « Que faire au Japon en 2025 ?» et on n'a pas beaucoup d'infos depuis. Donc à voir, et évidemment, si vous y allez, n'hésitez pas à faire les reporters pour nous et nous envoyer un petit message ou une petite photo. Toujours pour parler du nord, on peut parler de la route, d'une des routes scéniques, puisque l'on va retrouver une route par laquelle on peut passer par divers ponts et avoir de très beaux points de vue, par exemple pour aller observer l'île de Sesoko, de Kori ou encore de Yagaji. Oui, voilà, c'est très joli ça à faire. Vous pouvez le faire, mais si vous êtes en 2 roues aussi, c'est très beau. Et vous vous arrêtez en fait en cours de route. Des fois, il y a des petits cafés sympas au bord de la route à tester. On a des photos sur notre fiche Okinawa Honto qui c'était vraiment très joli. Vous avez le vert de la forêt et le bleu de l'eau et c'est magnifique. La pointe du nord, il faut savoir qu'elle est peut-être plus sauvage, pleine de nature que le reste. Donc c'est évidemment une très belle destination pour faire ses randonnées, aller voir des mangroves, faire des balades en kayak par exemple. Et tout au nord, on retrouve la forêt qui est protégée, Yanbaru. Et donc vous allez pouvoir, si vous êtes féru d'oiseaux ou ornithologue en herbe, observer des espèces assez rares d'ailleurs d'oiseaux là-bas. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt des visites qu'on va conseiller de faire sous format organisé ou alors avec un guide privé, puisque il y a possibilité de se perdre dans ces étendues de verdure. Oui, c'est assez dense et sauvage, on le rappelle. Donc vraiment, allez-y accompagné pour déjà comprendre où vous êtes et surtout ne pas vous perdre. Et je ne suis pas sûre que le Wi-Fi fonctionne très très bien là-bas. Donc vraiment, n'y allez pas tout seul, sans préparation. Pour Okinawa Honto, si vous y allez en voiture et que vous êtes un peu près libre de vos mouvements, n'hésitez pas à vous arrêter dans les fermes agricoles que vous verrez au bord de la route. Souvent, en fait, elles vendent directement leur production et ça peut être intéressant d'acheter des légumes, des fruits ou alors du miel. Il y a aussi des productions de miel sur Honto et cela à moindre frais et ce sera une façon de rencontrer aussi la population locale. Donc ça peut être aussi intéressant de le voir comme ça. On voit bien que sur cette île Honto, il y a énormément de choses à faire. C'est aussi pour ça qu'on prend le temps dans ce podcast. N'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois, d'ailleurs, s'il faut, parce que c'est vrai qu'on se doute bien que c'est un gros morceau. Et d'ailleurs, on va passer à d'autres petits morceaux, Marjorie, puisque maintenant, on va aborder le sujet des îles Kerama. Donc là, c'est accessible en ferry depuis Naha, donc c'est à peu près à 1 heure ou un peu plus. L'archipel compte une 20aine d'îles, mais il n'y en a que 4 qui sont habitées. Donc là, on est face à un paysage paradisiaque avec des spots de plongée, des plages également, de la randonnée faisable. Alors, on n'a pas trop épilogué sur la plongée, mais c'est Okinawa, après à bien vous renseigner selon les périodes et les sites. Mais on va retrouver des tortues, des baleines, d'ailleurs des baleines à bosse qui vont mettre bas à certains endroits. On en parlera, je pense, tout à l'heure. Bah oui, spécialement dans les îles Kerama. Ouais, on y retrouve aussi des raimentas et après tout ce qui est lié aux récifs coralliens vivants et des poissons colorés. Les poissons clowns, les petits poissons colorés que vous trouverez facilement dans des barrières de corail. Alors pour vous décrire encore un peu plus ces îles Kerama, on va parler des 3 principales îles que sont Tokashiki, Zamami et encore Aka. Alors c'est vrai que ces îles surtout vous ne pouvez pas forcément dormir, en tout cas c'est pas forcément ce dont on va parler là, mais par contre ce sont des allers-retours que vous pouvez faire à la journée si vous voulez nager, faire de la farniente par exemple, parce que là on est dans des paysages typiques de carte postale, dans ce que vous pouvez considérer comme le paradis. Vous allez le retrouver là-bas avec un océan qui est si bleu et si spécial apparemment que c'est ce qui a donné aussi le nom à une couleur. Donc on a le bleu Kerama existe en partie grâce à la beauté de cette couleur. Oui, donc pour vous donner quelques noms de plages intéressantes, à Tokashiki, vous avez la plage Tokashiku qui est parfaite pour se baigner et flâner, avec des alentours qui sont aussi propices à la randonnée paisible de balade. Sur Zamami, vous avez la plage de Furu Zamami et la plage d'Ama qui sont de très bons spots de plongée. Alors quand on parle de plongée, on peut parler de plongée sous-marine avec bouteille d'oxygène et dans ces cas-là, vous réservez un cours, une séance de plongée avec un équipage, etc. qui vous emmène et il vous faut
votre certificat de plongée sous-marine. Sinon, vous pouvez simplement faire du snorkeling en louant des palmes, masques et tubas et vous restez pas très loin de la surface, pas très loin du bord et vous verrez déjà des paysages magnifiques. Faut pas forcément tout un arsenal, toute une organisation, juste palmes, masques et tubas dans les plus belles plages, vous allez avoir des choses intéressantes à voir. Pour revenir sur les plages de Zamami, la plage d'Ama est un peu moins profonde, donc idéale peut-être pour les familles. Après, il faudra nager un peu plus loin pour observer les poissons et les coraux. Autre aparté sur les plages, je vous le dis maintenant, préférez les plages qui sont quand même aménagées, pas forcément, alors elles sont pas forcément tout le temps surveillées par un garde-côte, mais au moins aménagées, c'est-à-dire avec un transat et puis surtout un filet dans l'eau, puisque vous avez des jolis poissons à voir, mais on a aussi des méduses à Okinawa. Donc suivant les saisons, les courants, parfois elles sont un peu plus, la population est un peu plus importante. Et donc si vous voulez pas vous faire piquer, vous avez des plages aménagées avec des filets anti-méduses. Et préférez vous baigner là, en tout cas si vous êtes avec des enfants. Après c'est la responsabilité de chacun. Mais sachez qu'il y a des méduses à Okinawa et vous verrez beaucoup de panneaux d'information à l'entrée des plages qui vous expliquent quelles sont les méduses et comment faire si on est piqué. Ne vous faites pas pipi dessus, ça marche pas. Ensuite, si on revient dans les îles Kerama, sur l'île de Haka, on a la belle plage de Nishibama. Et cette île présente une autre particularité, celle d'héberger des cerfs shika qui vivent en liberté sur cette petite île. Et on appelle les cerfs shika de Ryukyu, qui sont en fait devenus une espèce protégée. Elle a été importée depuis le Japon métropole à l'époque de l'annexation japonaise d'Okinawa, et depuis ces cerfs sont restés et en fait aujourd'hui ils ont un aspect qui est un peu plus petit que les cerfs de Nara ou de Miyajima. Ils sont un peu plus petits puisqu'ils n'ont pas besoin d'être plus gros vu qu'ils sont sur une petite île et ils ont un pelage qui est sombre peut-être par rapport au soleil. Donc ils nagent d'une île à l'autre, sachez-le, donc c'est assez intéressant à voir. C'est que sur cette île-là vraiment que vous les verrez. En tout cas, c'est sur cette île-là qu'ils sont rattachés. Et donc depuis l'île Haka, on accède aussi par un pont aux îles Geruma et Fukaji, qui sont elles aussi paradisiaques. Il y a petit aparté sur les baleines, puisque c'est le spot où vous allez peut-être pouvoir en voir. Les baleines à bosse, elles vont être présentes dans ces eaux proches des îles Kerama de janvier à mars, puisque c'est là, comme on le disait tout à l'heure, où elles vont venir mettre bas pour élever leurs petits au départ avant de rejoindre l'Alaska plus tard. Et sur les 4 grands espaces dont on va vous parler, on va aborder le 3e que sont les îles Yaeyama. Donc c'est un archipel composé de 23 îles surnommées les Caraïbes du Japon, ça fait déjà rêver Marjorie. Les 3 plus connus sont Ishigaki, Iriomote et Yonaguni. Donc quand vous entendez parler d'Okinawa, c'est vrai que c'est des noms que vous allez souvent entendre. C'est célèbre d'ailleurs pour ses récifs coralliens qui sont très colorés, comme on le disait. Les forêts aussi de palétuviers, donc ça va être des arbres de différentes espèces, mais ce sont des arbres tropicaux et souvent sous forme de mangroves, on va les retrouver. On parle de jungle, de nature luxuriante et aussi de ruines sous-marines qui renferment aussi quelques légendes, hein, on en reparlera tout à l'heure. Alors c'est possible de s'y rendre en avion par l'aéroport d'Ishigaki par exemple, et sinon par bateau. Oui, oui, c'est une destination qui est au final assez populaire. Il y a des liaisons low cost qui se sont ouvertes notamment depuis Tokyo ou depuis Osaka. On l'avait déjà écrit dans Campagne, mais avec Pitch, vous pouvez facilement aller à Ishigaki et pour un tarif du coup raisonnable. Donc c'est vrai que c'est un peu la deuxième destination après Nara, c'est d'aller à Ishigaki. Oui, on n'en a pas parlé des tarifs, mais c'est vrai qu'avec ces compagnies low cost depuis le Japon, au final, c'est assez peu cher. Ou alors, vous pouvez partir de Chine, par exemple, ou de Taïwan. Oui. De Taïwan, oui, parce que c'est pas très loin. Alors, si on en revient à Ishigaki, on retrouve là-bas la baie de Kabira. Donc, c'est un endroit qui est aussi entre les plages de sable fin, des paysages à couper le souffle, ses eaux turquoises et sa nature sauvage. Un bon résumé de cette île d'Ishigaki. La baie, elle est aussi réputée pour être le lieu de découverte des perles noires au Japon. Et c'est le premier lieu, en fait, de culture de ces perles. Donc ces dernières, elles sont aussi cultivées à Iriomote, donc l'île à côté. Mais en termes de baignade, ça a une conséquence puisque la baignade est interdite dans la baie en raison de la fragilité de l'écosystème des perles. Alors ce qui est triste et ce qui me fait un peu rire aussi au passage, c'est que vu que ça ramène de l'argent, eh bien là on fait attention à l'environnement. Oui, alors on fait attention à l'environnement dans l'eau, mais après vous verrez que dans la baie de Kabira, vous verrez plein de bateaux parce qu'en fait sont tolérés les bateaux à fond plat et notamment à fond de verre qui vous permettent d'explorer les fonds marins lors d'une petite croisière. Donc ça reste quand même
une zone très touristique. Suivant les saisons, il peut y avoir quand même beaucoup de monde, donc ça peut un peu gâcher le panorama. Sachez aussi que par contre, en termes de shopping, vous avez quelques boutiques qui vendent des bijoux, enfin des perles comme ça, noires montées sur bijoux, donc ça peut être aussi un joli souvenir si vous aimez ce genre de joaillerie. Après, si vous voulez vous balader un peu dans Ishigaki, et notamment dans le centre du village, on retrouvera le temple Kabira Kannon, qui date du XVIIe siècle et est au beau milieu de la végétation. Et on a des photos sur Kampai. Et si on passe à un autre îlot, d'une autre île, celui de Iriomote, donc ça c'est la plus grande des îles de l'archipel Yaeyama, et elle est composée à 90% de forêt. Donc évidemment ça laisse peu de place pour le reste, et cette île c'est un peu comme le grand parc naturel qui est accessible en ferry depuis Ishigaki, et qui va proposer une immersion dans cette nature tropicale ou subtropicale, avec de la marche ou du kayak par exemple, puisqu'on y retrouve des mangroves, mais aussi des fleuves, donc le fleuve de Nakama ou celui encore de Urauchi. Oui, on y observera aussi quelques cascades au cours de randonnée, donc notamment la cascade Pinai-Sara qui est la plus haute cascade d'Okinawa, et également celle de Kambire no Taki et Mariyudu, qui sont aussi à voir au cours de randonnée qu'on fera aussi guidée, de préférence, puisque c'est une île qui reste quand même assez sauvage, pareil, toujours dense, donc on y va plutôt accompagné d'un guide. Ça peut être des randonnées qui s'effectuent aussi bien à pied sur des sentiers pédestres que sous forme de canyoning, donc à moitié immergé dans des petits torrents, dans les fleuves, etc. Ça peut être très sympa à faire aussi avec des enfants si vous avez des enfants qui aiment bien ce genre d'activité sportive. Et puis pour les fans d'astronomie, vous allez être comblés puisque on va avoir un des plus beaux ciels observables sur la planète peut-être, puisque Iriomote abrite le parc national Iriomote Ishigaki, qui est le premier endroit au Japon à avoir obtenu le statut de Dark Sky Place, donc un titre dérivé du programme international Dark Sky Places, qui regroupe les lieux les plus célèbres, en tout cas pour observer le ciel. Et Iriomote a une particularité puisqu'on peut y observer 84 des 88 constellations reconnues donc au même endroit, donc ça doit être assez fabuleux. Oui, de toute façon, c'est une île qui est très peu urbanisée, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de pollution lumineuse la nuit, et on peut y observer les étoiles. Iriomote, c'est pas très loin d'Ishigaki, en face, c'est je crois à moins d'1 heure de bateau, donc je pense que d'Ishigaki, vous pouvez aussi les voir moins parce que ça sera un peu plus illuminé sur la Terre. Et après on va terminer par Yonaguni. Yonaguni, c'est une île qui est très connue comme spot de plongée d'abord, donc tu nous expliqueras Charlie dans quelques minutes pourquoi. Elle est très excentrée aussi, on est vraiment juste à côté de Taïwan en vrai, mais on peut aussi y faire des randonnées, des plages de rêve et voilà, en profiter pour se poser. Donc c'est une île qui est très connue, donc des plongeurs qui vont visiter en fait le monument de Yonaguni. Donc c'est un mystérieux site sous-marin qui a été découvert au large des côtes en 1985 seulement. Et oui, parce qu'en tant qu'amateur de théories diverses et complotistes, presque, en fait c'est un endroit, donc ces ruines sous-marines de Yonaguni qui sont donc une découverte récente, divise en fait les experts et les expertes puisqu'on ne trouve pas de consensus sur son origine. Pour vous le décrire, c'est un amas rocheux de 25 mètres de haut, 50 mètres de large et plus de 20 mètres de long, et c'est vrai que ça a une structure en terrasse presque pyramidale. Donc quand on le voit à première vue et qu'on n'y connaît absolument rien en géologie, on se dit c'est forcément quelque chose qui a été créé par les humains, et en fait pas du tout. En tout cas il y a plusieurs théories. Il y a l'expert japonais Masaaki Kimura qui lui, professeur à l'université des îles Ryukyu, est convaincu que c'est un monument qui a été englouti, qui a été créé par la main de l'homme, puisqu'on y retrouverait des sculptures en forme d'animaux, mais d'autres experts, comme l'américain Robert Schoch, si j'ai bien prononcé son nom de famille, en fait expliquent bien que c'est des processus géologiques qui sont absolument normaux, bien que cet aspect de terrasse vraiment très plat nous fasse penser autre chose. Mais bon, c'est des choses qui se retrouvent un peu partout dans le monde, qui n'a rien d'étonnant quand on est expert en géologie. Oui, après les Japonais ils ont tout intérêt à dire que c'est une cité engloutie, oui. L'histoire est beaucoup plus intéressante. Et même quand on le sait, ça reste sympa de se dire que ça pourrait être autre chose et que ça a été quelque chose, une sorte d'Atlantide perdue peut-être. Enfin, perdue ou retrouvée récemment. Retrouvée depuis 1900, depuis une quarantaine d'années.
Oui, donc il faut savoir que pour accéder à ce site sous-marin, il faut quand même être un plongeur aguerri et vous pouvez pas y aller avec quelques heures seulement d'expérience. Donc il faut vraiment, voilà, c'est plutôt un spot pour les expérimenter, puisqu'il faut aller assez loin et il faut s'exposer à des courants qui sont assez forts. Donc de toute façon, on vous demandera votre permis de plongée pour aller à ce site et ça sera forcément encadré avec un équipage qui vous amènera sur place, qui vous fournira le matériel adéquat pour faire cette plongée-là et aller découvrir ce monument de Yonaguni. On y trouve aussi à Yonaguni des spots pour observer des requins marteaux de décembre à février et des requins baleines en hiver ou encore des raies manta. Donc si vous ne pouvez pas faire le monument de Yonaguni pour X raisons, vous pourrez toujours, je pense, voir des belles espèces maritimes dans l'eau. Et puis si on revient sur Terre, vous allez pouvoir voir autre chose. Ce sont des poneys d'environ 1 mètre de haut qui se baladent en toute liberté sur l'île de Yonaguni. Donc là, ils sont présents uniquement sur celle-ci. Ils sont surnommés d'ailleurs les poneys de Yonaguni. Sans blague. Voilà, donc il y a quand même des petites choses à faire sur cette île à part le spot de plongée sous-marin. Ouais, et on va terminer avec les îles Miyako, Marjorie. Oui, alors là on est sur un archipel un peu plus rural, toujours avec de belles plages, mais très rural dans son sein, qui est accessible en avion, donc par un aéroport domestique, celui de Miyako-jima. Donc on parle des îles Miyako et l'île principale s'appelle du même nom, Miyako-jima. Ensuite, on va plutôt se déplacer en voiture de location, en vélo ou en scooter. Donc, je vous l'avais dit, les distances sont un peu plus courtes sur cette île-là que sur l'île principale Honto. Donc, si vous voulez pas louer de voiture, vous pouvez très bien le faire à vélo sur quelques parties ou alors louer un taxi pour quelques heures. Et donc on peut dire qu'il est possible de faire le tour de l'île en 3-4 heures en voiture en s'arrêtant à des spots intéressants, notamment les caps nord, sud, est, ouest, qui sont en général, c'est des côtes, c'est des littorales rocheux, donc c'est assez joli. Et l'archipel est composé de 9 îles habitées. Donc sur l'île principale donc de Miyako-jima, les plages se trouvent un peu partout, au nord, à l'est, à l'ouest. On peut retenir la plage de Tsunayama, qui est connue pour son arche rocheuse très symbolique. Et on retrouvera sur le sud de l'île plutôt des falaises, donc un peu moins de plages de ce côté-là. Donc Miyako-jima, c'est vraiment une destination aussi pour faire de la plongée sous-marine, notamment dans les récifs coralliens qui sont dans les littoraux au bord. En général, la plongée sous-marine à Okinawa, elle s'effectue le matin. Vous la réservez pour faire des séances le matin. Et après, vous avez en fait l'après-midi de libre pour le farniente. Donc si vous voulez faire du farniente à Okinawa, vous pouvez faire du golf. Il y a des parcours de golf. L'île est assez plate. Donc ils ont développé un peu ce genre de choses qui n'est pas vraiment local, mais qui existe. Ensuite, sinon, vous pouvez admirer voilà, les caps qui composent l'île, notamment le cap qui est au sud-est qui s'appelle Higashi Henazaki, qui est très très joli avec un phare blanc à admirer. Ça, on a des fiches sur Kanpai, donc n'hésitez pas à aller voir, on a mis des petites choses à faire. Le centre-ville de Miyako-jima s'appelle Hirara et c'est là où on va retrouver l'aéroport, le port aussi pour aller faire du bateau si on a besoin. Et on retrouvera aussi le tombeau de Nakasone Tsuyomiya qui était le chef de l'île au XVIe siècle. Donc là, il y a un sanctuaire qui lui est dédié justement. Oui, voilà, c'est ça. On trouve aussi dans la ville un jardin botanique tropical qui héberge plus de 1600 variétés de plantes et d'arbres, bon, tous les aficionados de botanique. Et un peu plus loin, on a aussi le parc marin de Miyako-jima qui permet d'observer différentes espèces sous-marines dans une salle totalement immergée et qui donne l'impression d'être sous l'eau. Et en dernière visite anecdotique, mais qui peut être aussi intéressante, c'est d'aller voir la pierre des impôts que l'on va baptiser donc Ninto Zaiishi ou Jinto Zaiishi. Et elle fait partie du patrimoine de l'île puisque cette pierre haute d'1,40 m était utilisée par le collecteur des impôts à l'époque pour vérifier la taille des personnes. Et si une personne faisait plus d'1,40 m, elle était considérée comme adulte et devait se payer ses taxes locales. Ah, je serais passé juste au-dessus, je suis un peu dégoûtée. Ouais. Alors, est-ce que l'érosion fait qu'à chaque fois elle s'abaisse et qu'au final on se retrouve à une pierre plus petite? L'histoire ne le dit pas. Bon, elle est dans un coin de route, donc c'est pas forcément un site dédié, mais ça peut être intéressant de voir cette petite stèle historique.
Alors, il y a d'autres paysages qui vont être caractéristiques ici, comme le triptyque de Pont Marjorie qui traverse ces eaux bleues et intenses de la mer de Chine orientale pour rejoindre des petites îles voisines. On va citer par exemple le pont Irabu-Ohashi qui va se diriger vers les îles Irabu et Shimoji. Donc là, c'est facilement accessible depuis la ville principale dont on parle, Irara. Le pont Kurima aussi qui va lui vers l'île éponyme d'ailleurs, qui est située en face de la plage Maehama, et le pont Ikema qui va vers l'île Ikema, Ouais. à la pointe au nord de l'île. Oui, donc ça reste un excellent moyen pour sortir de l'île principale et visiter des terres qui sont encore un peu plus sauvages et seules au monde. Donc c'est en ce sens-là qu'on vous disait que louer une voiture pouvait être intéressant, puisqu'il y a quand même 3 grands ponts. Alors c'est vraiment des grands ponts qui traversent les îles bleues. Donc elles ont, voilà, c'est assez design dans ce que c'est. Ça reste un pont, mais c'est assez design. Et vous pouvez comme ça vous balader facilement dans l'archipel de Miyako. Alors il resterait un archipel, mais tu avais annoncé déjà en introduction qu'on n'en parlerait pas plus que ça, l'archipel d'Aito, qui lui pour le tourisme n'est pas très intéressant, mais déjà avec ces 4 grands ensembles d'îles, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses différentes à faire et que l'Okinawa à un endroit ne sera pas le même qu'ailleurs, Oui. et selon la période dans l'année aussi. Oui, les ambiances sont vraiment différentes d'un archipel à l'autre, d'une grande île, on va dire, à l'autre. Donc, faut pas hésiter, si vous voulez vraiment parcourir cette préfecture, de faire plusieurs destinations, plusieurs archipels différents. Après, ça demande aussi un peu de temps. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, de vous concentrer vraiment sur une île en particulier pour essayer d'en voir le maximum sur place. Et ça va nous permettre d'aborder notre 3e et on vous promet plus courte partie, puisqu'il nous fallait bien dégrossir tout ça, tous ces ensembles de centaines d'îles. Et bien maintenant on va pouvoir aborder le sujet de comment inclure Okinawa à son séjour. Donc il y a plusieurs façons de faire. Alors si vous êtes passionné de plongée, d'îles paradisiaques, vous pouvez évidemment choisir de ne visiter que Okinawa et de prendre tout votre temps afin de faire différents ensembles d'îles et donc de voir aussi les différences que l'on a évoqué tout à l'heure en parlant des îles Kerama par exemple ou de Honto, etc. Ce sont des choses totalement différentes à faire et qui ont plein de choses à vous proposer et à offrir, que ce soit sous l'eau, sur l'eau ou d'ailleurs en forêt ou en ville. Oui, et dans l'assiette, je le rappelle oui, également. Ça faut pas l'oublier. La gastronomie est très bonne. Après, Okinawa n'est pas le Japon n'est pas le Japon des grandes îles principales. Donc vous ne retrouverez pas la culture japonaise ou le folklore japonais tel qu'on le conçoit depuis l'Occident. Il faut vraiment vous mettre ça en tête. Si vous ne faites que Okinawa dans votre voyage au Japon, vous ne pourrez pas dire en rentrant que vous êtes allé au Japon. Vous notez que vous êtes allé à Okinawa. Avec tout ce que ça inclut, son histoire ancienne, l'influence japonaise et puis la présence américaine. Mais ce n'est pas le Japon. Après, c'est vraiment une destination à part en elle-même. Mais c'est très très bien pour tous ceux qui sont amateurs de plongée sous-marine. Oui, là c'est sûr que c'est un spot à faire. Puis pour observer des remontas ou des baleines, ça fait partie des meilleurs spots au monde aussi. C'est bien connu. Alors si vous avez envie de faire votre lune de miel dans ce décor unique, eh bien ça s'y prête évidemment bien pour faire une parenthèse à votre séjour au Japon. Ou alors si vous êtes en quête de baignade par exemple ou de farniente, c'est quelque chose qu'Okinawa va pouvoir vous offrir et peut-être un peu moins le Japon. Oui, vous pouvez en fait dans un voyage vous consacrer quelques jours à Okinawa, peut-être au milieu du voyage pour faire une pause entre 2 visites de grandes villes, etc. C'est totalement faisable. Si vous n'allez qu'à Okinawa Honto, on vous conseille de consacrer quand même au moins 3 à 4 jours à cette île parce que c'est la plus grande de l'archipel. Elle est assez étendue et vraiment si vous pouvez sortir de la capitale Nara et aller voir les autres choses qu'on vous a déjà présentées dans ce premier podcast, mais que vous pouvez aussi approfondir en faisant plus de recherches, vous verrez que c'est aussi très varié comme paysage juste de rester sur Honto, donc l'île principale. Et puis il faut prendre en compte aussi le fait que si vous êtes au Japon, eh bien vous allez prendre un avion, donc il y a toute la logistique du transport en avion, puis aller à votre hôtel, puis si vous voulez sortir, faire des excursions pour snorkeling ou plonger, eh bien ça va prendre du temps de ferry, etc. Donc 3-4 jours c'est vraiment, c'est un minimum on va dire. Oui, un minimum pour prendre le temps
aussi sur place de profiter. Et puis après, si vous allez vers les archipels plus petits qu'on vous a cité, Miyako ou Yaeyama avec Ishigaki, on peut dire que 2 à 3 jours sont nécessaires pour chacune de ces archipels à consacrer pour découvrir dans un premier temps ces îles. Ça sera difficile vous pouvez pas faire tout en 3 jours à Okinawa, ça c'est sûr et certain. Choisissez un lieu et essayez d'y rester le plus longtemps possible pour profiter aussi de vous poser. C'est vraiment une destination où on va aussi en profiter pour faire un peu plus de slow tourisme, un peu plus profiter du paysage, prendre le temps et pas enchaîner plein de visites puisque c'est plus des activités à faire que des visites. Et puis après, si vous avez vraiment envie de rester plus longtemps, une dizaine de jours peut vous permettre de naviguer entre différentes îles à Okinawa, que ce soit en avion domestique ou en bateau. Vous avez aussi cette possibilité-là, consacrer une bonne partie de votre voyage à Okinawa. Il faut savoir que la météo sera prépondérante en fait sur un peu comment vous allez vivre votre voyage, puisque ce sont des îles paradisiaques et donc quand il fait pas beau, il y a moins de choses à voir, c'est un peu moins agréable. Mais bon, ça arrive aussi, on a un taux d'humidité qui est assez fort, donc la pluie, le vent, ça passe aussi sur ces îles. Parfois des typhons, parfois du tsuyu. Faut pas hésiter à prendre dans vos valises quelque chose pour attendre, un bon bouquin, des podcasts, en tout cas des choses qui ne nécessitent pas forcément d'avoir internet pour aussi vous couper un peu du monde et rentrer dans votre bulle. Alors pour rejoindre Okinawa, on le disait tout à l'heure depuis le Japon, donc au plus court depuis le Japon ce sera depuis Kyushu, mais évidemment plus vous allez vous éloigner, plus ça rajoutera du temps de vol si vous partez de Tokyo, Osaka ou Hiroshima par exemple, mais c'est tout à fait faisable évidemment depuis cette destination. Et on le rappelle qu'il y a les compagnies low cost Pitch par exemple qui peuvent desservir Okinawa à de très bons prix, sinon il y a JAL évidemment. Oui, et sur Kyushu, ça sera depuis l'aéroport de Fukuoka, donc Hakata, où vous aurez le maximum de liaisons pour partir à Nara, mais aussi à Ishigaki et à Miyako, avoir le choix sur la destination première d'Okinawa. Et enfin, pour vous résumer à quelle période vous pourriez partir, donc la meilleure période pour partir à Okinawa, comme on l'a dit, il y a des températures qui sont clémentes toute l'année, même si le climat y est humide. Mais on peut avoir des saisons de pluie évidemment de mi-mai à la fin juin, donc peut-être éviter, alors ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes périodes pour partir, mais si vous êtes sûr de passer à côté, peut-être passer votre chemin pour la période du mi-mai à la fin juin, et parfois il y a des typhons de mi-août à fin septembre. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est parfois, des fois il y en a plusieurs, des fois il y en a un, des fois il n'y en a pas du tout. Et voilà, après en hiver, une vingtaine de degrés, ça reste un climat très agréable pour avoir un peu de soleil. Oui, si on devait donner des meilleures périodes, vous pouvez dire avril jusqu'à début mai, mais début mai, vous aurez la Golden Week, donc vous ne serez pas tout seul. Ensuite, le mois d'octobre est peut-être aussi très intéressant pour profiter des paysages, moins pour la baignade, mais en tout cas, au moins pour encore des activités nautiques et des périodes douces. Et sinon, vous y allez l'été avec possibilité de passage de typhon, mais une fois qu'on le sait et qu'on est préparé, tout se passe bien. Donc que vous soyez au Japon, à Taïwan ou dans un autre pays asiatique, eh bien Okinawa c'est très accessible. Évidemment ce n'est pas le Japon dans le sens où, vous l'aurez compris avec notre partie histoire, c'est une relation assez récente au final avec le Japon et mélangée aussi avec l'Amérique, puisqu'il y a des bases militaires américaines. Donc voilà, si vous êtes amoureux de la nature, de la plongée ou du farniente, eh bien c'est une destination qu'on vous recommande vivement. Et puis si vous êtes des répéteurs du Japon, évidemment que c'est une destination à découvrir également, qui aura plein de choses à vous offrir et vous pourrez déguster plein de nouvelles choses aussi. Oui, on n'oublie pas la gastronomie et la culture locale, elle est vraiment traditionnelle, elle est vraiment intéressante et enrichissante. Donc ça peut apporter un plus dans votre voyage au Japon d'avoir quelque chose d'un peu caractéristique et propre, en fait une identité un peu unique aussi. C'est très très bien pour vous ouvrir aussi sur la culture japonaise d'un point de vue okinawayen. Et si vous allez à Okinawa et que vous pensez à nous et à nos articles de campagne, n'hésitez pas à nous faire de petites photos. Si vous avez acheté nos livres et que vous les amenez avec vous là-bas, vous pouvez nous faire une photo de plage bleue avec le livre à côté de vous, ça peut être sympa comme tout. Si vous visitez Junglia à notre place, eh bien n'hésitez pas à nous en dire ce que vous pensez, est-ce que c'est un attrape touriste ou pas du tout. Ouais, on reste informé, on attend d'avoir les premiers visiteurs, les retours des premiers visiteurs. En tout cas, merci beaucoup Marjorie, on remercie de loin Kelly aussi qui est repartie de sa partie histoire. Elle s'est endormie. Ouais.
Donc merci à toutes les deux et merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour vos retours, vos commentaires sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager évidemment ce podcast. C'est grâce à vous que ce podcast continue de faire son petit bout de chemin, donc on vous remercie et on vous propose encore et toujours donc un podcast par semaine avec des thématiques différentes à chaque fois, que sont les destinations, le voyage, les interviews ou encore l'actualité. Donc à très bientôt, merci et si vous prenez le soleil à Okinawa, faites-nous un coucou. Au revoir Marjorie. Au revoir Charlie, merci. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.